On ne s'était pas vu depuis 2011. C'est dire s'ils s'en sont passé des choses. Sébastien a depuis fait une belle carrière dans les étages en palace. Puis il a ajouté plein d'acronymes incompréhensibles à son CV. Mais je vous promets de faire tout mon possible pour vous apporter la lumière là-dessus. C'est donc l'heure de vous présenter à un hôtelier engagé. Bonjour Sébastien Romisvili. Bonjour Maxime, je suis très content d'être là. Ouais, des siècles après, hein. Des siècles après, c'est marrant parce que je sais pas pourquoi je pensais que c'était 2010 et non, en effet c'était Et moi aussi. 2011. 2011. Ça date quand même. Ça date 2011 au Chabichou, à Ouais, Courchevel, tout à qui fait. n'a pas changé de nom mais qui a changé de propriétaire et qui est relais château maintenant, je crois. Exactement. Sacrée histoire. Bah écoute, raconte-nous, t'étais quoi? T'étais réceptionniste, stagiaire à l'époque, je C'était me mon souviens. stage de première année. Ouais. Je commençais mes études chez Vatel, l'école Vatel de Lyon, et je faisais un stage. C'était un peu un stage de découverte parce que j'avais assez peu d'expérience dans l'hôtellerie et la restauration auparavant. Mm. J'en avais fait un petit peu en alternance à Vatel la première année, mais là, c'était le saut dans le grand bain. 4 mois de stage dans cet Ah, je me hôtel doute bien. familial incroyable. Petite particularité, c'est que c'était à Courchevel, oui, mais c'est l'été, donc c'est C'était l'été, faut le préciser en effet. Ouais, ouais. un autre univers. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, où Ouais. j'étais au tout, tout début Bah ouais. Tu te de... rappelles du poste que j'avais, moi? Tu travaillais de nuit, tu étais night Ouais, audit. j'étais le night. Tu te souviens qu'il m'avait même donné un surnom qui était créé pour l'occasion pour le Chabichou ou pas? Non. C'était le Chabi Night. Ah oui, Et c'est vrai! Oui. Oui, ils adoraient faire des petits jeux de mots, Chabi ceci, voilà. Chabi Et cela, il y a etc. des petits jeux. Et moi, c'était les découvertes du travail la nuit, parce que j'ai fait pas mal d'années de nuit plus tard dans ma carrière. Mais c'était quelque chose de travailler dans un hôtel à Courchevel l'été où il y a personne. La nuit, c'était vraiment ambiance. Et j'étais tout seul, hein. Mais c'est vrai que moi, j'ai fait de la nuit plus tard, en réception, et bon, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais quand on fait de la nuit, on découvre vraiment l'envers du décor et c'est Mhm. hyper intéressant, mais dans tous les secteurs, hein. Quand j'ai fait du housekeeping, on en parlera un petit peu après, je suis passée du soir. J'ai voulu aussi faire de la nuit pour comprendre que, OK, toi, une fois que ta journée de travail, elle est terminée, tu fermes la porte du bureau, alors peut-être même très tard, mais tu rentres chez toi et tu passes à autre chose jusqu'au lendemain, mais il y a quelqu'un qui prend la suite et en fonction des consignes que tu lui as laissées, de l'état dans lequel tu lui as laissé ton service ou l'hôtel, sa nuit, elle va se passer complètement différemment. Donc, Clairement, ouais. ça aide, je trouve, les différents services à travailler main dans la main, ceux de nuit et ceux du jour. Ouais, je suis d'accord avec toi, ouais. Et alors après le Chabichou, donc t'as eu fait Vatel, t'as fait jusqu'au master, c'est ça? C'est ça, j'ai passé 5 ans à Vatel, donc j'ai enchaîné les expériences, le Chabichou d'abord, ensuite je suis allée travailler à Pékin, en Chine, Mm. stage de deuxième année, je suis partie 6 mois dans ce qui était à l'époque le plus gros Marriott du monde hors États-Unis, donc 1288 chambres. Ah oh. Alors autant te dire que après le Chabichou et ses 40 chambres, ça m'a fait bizarre de passer derrière un desk d'un hôtel de 1300 chambres. Tu C'était m'étonnes. génial, j'ai adoré ce contraste et voir des choses très artisanales et très familiales d'un côté, et l'année suivante, gros paquebot, grosse organisation. Il y a des choses qui m'ont plu et qui m'ont moins plu dans les deux, mais j'ai vraiment pu, voilà, je pense, prendre le meilleur. Ensuite, en troisième année, je suis retournée au Chabichou parce que j'avais une saison à faire Ah d'été, enfin ouais. j'avais une disponibilité. Donc j'y suis allée cette fois-ci en contrat d'été, à la réception et comme assistant de Michel Rochdy, l'ancien propriétaire, quelqu'un qui, Mm. je pense, dans une carrière d'hôtelier vous marque forcément. J'imagine que tu Clairement. seras d'accord avec toi, avec Ouais, moi, c'est sûr. Maxime, et son épouse Maryse également. Et donc je suis retournée. À ce moment-là, gros dilemme parce qu'à la fin de la saison, la famille Rochdy m'a proposé de rester en contrat. Et moi, c'était avant de repartir sur mon master. J'ai vraiment, vraiment hésité parce que déjà, j'avais, je pense, 20 ans. On vous propose un CDI dans un Mm. bon hôtel, etc. Donc vous vous posez des questions. Et puis ça se passait super bien. Après, je pense que je me voyais pas trop travailler perché là-haut toute l'année. Voilà, c'était Ouais, pas c'est ce un que style j'avais de vie quand prévu. même, hein. Travailler, là, c'est pas de la saison, t'y es un peu toute l'année quand même, t'es sur, ouais, Tout à d'autres fait, choses, hein. tout à fait. Et puis bon, j'avais pas de problème avec les études et j'étais très heureux de continuer. Donc je suis retourné chez Vatel pour le master. J'ai fait ma première année de master à Vatel Lyon et ma deuxième année à Vatel Paris où j'ai fait la spécialité management du luxe. Entre les deux, j'avais une petite opportunité soit de travailler, soit de prendre des vacances. J'ai choisi ni l'un ni l'autre. Enfin, j'ai choisi de faire un stage en fait. C'était pas Ok. obligatoire, mais je me suis dit, si je fais un stage avant mon stage de fin d'études, je rajoute une ligne supplémentaire à mon CV et j'ai une meilleure chance de trouver un bon stage de fin d'études qui sera un tremplin pour Mhm. la suite. Ils sont là, les bosseurs. C'était plutôt une bonne idée parce que je suis allée
En fait, tout est lié au Chabichou et c'est d'ailleurs très drôle parce que c'est aussi ce qui nous lie. C'est Et ouais. que lorsque j'étais au Chabichou, il y avait un hôtel qui était en construction à Courchevel qui s'appelle l'Apogée, qui est un palace qui fête ses 10 ans cette année. Et j'ai découvert le groupe Hot Cœur Collection qui était derrière l'Apogée et leurs autres propriétés. Vraiment, je ne les connaissais pas. Mhm. Et j'ai entendu parler de l'hôtel du Cap Eden Rock dans le sud de la France. De fil en aiguille, je suis allée faire ce stage donc de quatrième année à la direction générale de l'hôtel du Cap Eden Rock. Et Très derrière, bien. on a eu une volonté commune que je reste chez Haute Cœur Collection. Donc, pour mon stage de fin d'études, je suis montée à Paris, au Bristol, en restant chez Haute Cœur Collection. Et c'est une aventure qui a duré après 5 ans chez Haute Cœur et qui m'a ensuite emmenée indirectement chez Maison Pariante parce que les propriétaires, je ne le savais pas du tout à l'époque, mais Ouais. les propriétaires de cet hôtel, l'Apogée, qui se construisait à Courchevel, n'étaient autres que la famille Pariante. Donc en fait, Je pense que là, d'ailleurs, il y a beaucoup de nos auditeurs, enfin ceux qui suivent et qui connaissent un peu ce monde, qui apprennent des trucs, parce que tout le monde ne sait pas que derrière l'Apogée, qui est haut de cœur, il y a des propriétaires français que sont la famille Pariante. Tout à fait, tout à fait. En fait, l'Apogée, c'était le premier projet hôtelier de la famille, Pariante en association avec Xavier Niel. Mhm. Cet investissement a donné suite à une gestion derrière de l'hôtel par le groupe Haut de Cœur Collection qui est toujours, aux manettes de l'Apogée et ce projet s'étant vraiment bien passé, ça a mis un petit peu, la puce à l'oreille, de la famille Pariante qui a voulu, se continuer dans ce développement hôtelier. Ils ont ensuite, eu la possibilité quelques années plus tard de racheter un magnifique hôtel à Crillon-le-Brave en Provence. Et au moment voilà, de trouver un opérateur pour cet hôtel, ils se sont dit, en fait, ça nous démange un petit peu de le faire nous-mêmes. Mhm. Et Maison Pariante est née comme ça. Waouh. Et Crayon le Brave, c'est quelle année? Crillon-le-Brave, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils l'ont racheté en 2018. Ouais, ça a Il ouvert en me semble que 2019, non? pendant un an, il a été exploité tel Mhm. quel, sans faire de travaux. Ensuite, travaux et 2019, ouverture. En fait, en 18 mois, la famille Pariante a ouvert Crillon-le-Brave, Loupinet et Le Coucou. Donc trois C'est dingue, hôtels hein. 5 étoiles en 18 mois. Mhm. C'est une sacrée perf. Ouais, 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 tout à fait. Et donc là, actuellement, tu travailles toujours chez Maison Pariante. Tout Tu as à fait. quitté les opérations parce qu'au Bristol, on est passé rapidement là-dessus, mais donc tu étais sur la partie étage. Oui, Et là, maintenant, tu es vraiment sur un rôle plus au siège et d'accompagnement, si je comprends bien. tout à fait. En fait, au Bristol, je suis rentrée au Bristol en stage à la direction des projets et des travaux. Donc, j'étais déjà dans ce côté un petit peu travaux, projets, etc. Moi, je travaillais pour le siège, pour Haute Cœur Collection, mais je travaillais sur le Bristol et je travaillais sur la maintenance préventive. C'est-à-dire que le Bristol est le seul palace parisien qui n'a jamais fermé intégralement l'hôtel pour faire ses travaux. Enfin, ils ont fermé pour l'anecdote 3 mois dans les années 70, mais on va dire que ça Ok, compte pas je vraiment. savais pas. Ils ont toujours fait petit à petit, contrairement, je sais pas, au Ritz, au Georges V, au Plaza, qui ont Hmm. fermé à des moments. Donc il y avait toujours des rénovations en train de se faire à l'hôtel. Donc moi, je travaillais avec les équipes là-dessus. Et puis à la fin, moi, j'ai eu pour souhait de rester chez Haute Cœur. À la base, je pensais aller faire l'ouverture d'un de leurs hôtels en Amérique du Sud. Finalement, j'ai un petit peu changé d'avis. Mais voilà, je suis rentrée chez Haute Cœur. J'ai travaillé dans différents services du Bristol, à la réception du spa notamment. Il faut savoir que lorsque j'ai commencé à travailler, je raconte souvent cette anecdote quand j'interviens dans les écoles et auprès des étudiantes et des étudiants pour leur montrer que le chemin, il n'est pas toujours direct et qu'il vaut parfois le coup d'être parcouru quand Hmm. même. Au moment où Clairement. j'étais embauchée, c'était au moment où l'activité dans les années fin 2014-2015 était très très basse. Après les attaques qu'on avait vécues à Paris, enfin, c'était vraiment compliqué pour tout le monde et notamment pour le tourisme. Et en fait, on m'a dit, on a très très envie de t'embaucher, mais on n'a pas de poste ouvert. Ok. Finalement, ça s'est transformé en on a un seul poste ouvert qui est à la réception du spa. Et me voilà embarquée pour travailler à la réception du spa du Bristol, ce qui n'était pas du tout ce que j'avais prévu. Non, en effet, Mais ouais. la directrice de l'hôtel m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Léa Marshall, la directrice du Bristol, m'a dit, Sébastien, faites-nous confiance. Parfois, quand on peut pas rentrer par la porte, il faut rentrer par la fenêtre. C'est pas Et mal, ouais. vraiment, je les ai suivis. Je devais rester 6 mois au spa. Finalement, ça a duré un an. Mais ça a été une expérience hyper enrichissante qui m'a permis ensuite euh, à ce que les équipes de direction du Bristol me disent, voilà, vous avez été un bon petit soldat pendant un an, vous avez été là où on avait besoin, merci pour ça. Maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quel service vous avez envie de voir?
Moi, j'étais pro réception à fond, à fond, à fond. Je me suis dit, je vais aller juste cocher cette dernière case que je n'ai pas sur mon CV, le housekeeping. J'y vais 6 mois, un an, je vois ce que c'est, et ensuite je vais à la réception et je gravis les échelons comme ça. Il se trouve que j'ai eu un énorme coup de cœur pour le housekeeping. Vraiment, j'ai adoré ce service et j'encourage toutes les personnes Ouais, à un moment de leur carrière dans enfin, dans l'hébergement, dans l'hôtellerie en général, à travailler au sein du service housekeeping. Même un cross-training de quelques semaines, c'est hyper enrichissant. je suis Et puis, d'accord. je me suis rendu compte que d'un point de vue managérial, c'était aussi très stratégique parce que vous pouviez gérer des équipes rapidement, on pouvait vous confier des responsabilités, que le fait d'avoir un bac plus 5, ça me permettait aussi d'avoir un avantage concurrentiel et peut-être voilà, d'évoluer rapidement. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai été Mhm. gouvernante d'étage, coordinateur housekeeping, responsable du soir. Voilà, Ouais, j'ai c'était évolué fulgurant pendant quand même. des Tout années. ça en 4 ans, t'as passé beaucoup de postes, hein. C'est vrai, mais c'est aussi parce que j'ai voulu, par exemple, le fait de travailler du soir, c'était pas forcément un poste Bien que les sûr. personnes voulaient. Moi, j'avais remarqué que si on regardait l'évolution des autres personnes, tous ceux qui étaient passés par le soir, ensuite avaient évolué sur un autre poste. Moi, c'était quoi dans ma vie? Une année où je travaillais un petit peu en décalé, franchement Ouais. pas grand-chose. Donc j'ai choisi de faire ça et c'est comme ça que Mais tu ça vois, s'est passé. c'est un super bon message parce que moi, à quelques kilomètres de là, j'étais au Peninsula et j'ai fait des choix comme toi. J'ai accepté un poste de directeur de nuit dont personne ne voulait pour des raisons évidentes d'horaire et compagnie. Mais d'un coup, tu te retrouves. En fait, ceux qui acceptent les challenges, ceux qui prennent la voie difficile, on développe plus de compétences et bah, 1 an ou 2 ans plus tard, finalement, tu ramasses ce que Bien tu as sûr. semé et c'est là où la différence, elle se fait sur les années d'une carrière. Et puis même d'un point de vue très pratico-pratique, alors certes, je travaillais un petit peu plus tard les soirs, mais du coup, comme c'était un poste que moins de personnes voulaient faire, bah, j'avais mes vendredis, samedis comme jour de repos. Moi, ça m'arrangeait bien. Enfin, Pas mal. ça me permettait aussi de trouver un certain équilibre que j'avais pas auparavant. J'ai vraiment jamais regretté. Et puis le soir, bah, vous êtes seul en charge. Ça, Donc, c'est bien. même si vous n'êtes que agent de maîtrise et que, Ouais, etc., ouais, le soir, vous avez 15 personnes du service housekeeping. Vous êtes le seul manager qui est là. Quand il se passe quelque chose dans l'hôtel, dans un autre service, c'est vous qu'on appelle. Donc, et ouais. évidemment, si vous avez les épaules, enfin, vous pouvez que faire la différence parce que vous êtes Mhm. mis dans des situations où vous devez prendre des décisions tous les Complètement. jours. Et en Donc, plus, en termes de management, avec, faut quand même le dire, dans le service d'étage, des profils très internationaux, pas bien sûr, forcément, euh, qui savent même pas forcément écrire ou parler. Je sais pas comment c'était chez toi, mais moi c'était pas mal le cas, qui sont parfois 2 fois, voire plus âgés que toi, parce que toi t'avais 22 ouais, ans. tout à Donc fait. finalement, il faut aussi être crédible par rapport à ces gens-là. Ouais, on doit vite apprendre hein, dans ces Ça, la postes. question de l'âge, c'est une question que je me suis beaucoup posée Ah parce que ouais, moi aussi, du hein. coup, je me retrouve. Alors, j'ai parfois du mal à remettre les années, mais je pense que quand je suis passée assistante de direction housekeeping au Bristol, donc ce qui équivaut, on va dire, à la troisième place sur un service de 120 personnes, moi, j'avais, je pense, 24 ans. Ouais. Et là, vous vous dites, OK, je vais diriger des femmes et des hommes qui pourraient techniquement être mes grands-parents. Ils savent très bien que je viens d'un autre service, que je n'ai jamais fait ce métier avant. Ouais. Je me suis dit: «Mais ils vont me rire au nez, en fait». Eux, ça fait 40 ans qu'ils font ce boulot, ils en ont vu passer des gouvernants généraux. Et C'est toi, ça, t'arrives là et tu leur c'est dis, ça. je vais t'expliquer comment ça se passe. Bah non, ça Surtout se passe pas que, comme ça. comme dans beaucoup de palaces parisiens, une équipe qui est en place depuis hyper longtemps, enfin, je veux dire des femmes Ouais. de chambre, des valets de chambre qui sont là depuis 20 ans, 25 ans, c'est incroyable. Franchement, c'était un plaisir. C'était pas facile tous les jours, mais j'avais quand même vraiment des équipes, qui étaient très intéressantes, avec qui j'avais, au-delà du travail, des échanges très enrichissants. Et puis, je crois que l'intégration à housekeeping au Bristol commence forcément par un mois. À l'époque, c'était comme ça. Un mois, vous faites des chambres pendant un mois. Et j'ai Mm. adoré ça parce que moi, mon plus gros stress, vraiment, c'était de ne pas réussir à faire un lit au carré, ceci, Ouais. cela, parce que je l'avais jamais fait. Et en fait, vous Ah passez ouais. un mois en binôme avec des femmes de chambre, bah, je peux vous dire qu'elles remarquent très vite, lui ou elle, il est bosseur, etc. Et moi, j'étais le genre de gouvernant qui faisait son travail, mais par contre, si à un moment c'était le rush, je posais Ouais, la tu mettais veste, les mains j'allais dedans. faire Bah des oui. lits avec elle, enfin voilà. Donc ça, enfin, je le faisais pas avec un calcul, une Non, non, arrière-pensée, mais là, mais c'est là où tu gagnes les points le jour où il y a besoin, tout le monde s'en souvient. bien sûr. Donc vraiment l'expérience housekeeping hyper formatrice. Et puis je faisais partie des personnes qui avaient aussi l'objectif de faire le lien avec le service technique pour justement garder à flot, on va dire, la qualité Ouais. de nos chambres. Et donc du coup, on travaillait avec le service des réservations pour bloquer en amont des chambres et avec le service technique pour changer des moquettes, refaire des peintures, etc. Donc j'étais quand même un petit peu dans ce milieu-là des projets. Et puis voilà, un jour, ça me titillait vraiment trop, j'avais envie d'aller plus loin et puis j'avais gardé ce souvenir de ce stage à la direction des projets et des travaux où j'avais vraiment aimé ça et je me suis dit: «Bon, il faut que j'essaye d'en faire mon métier, en fait, tout simplement». Donc j'ai été,
avec le plus grand des culots, frapper à la porte, d'entreprises que j'avais repérées qui font, ce qu'on appelle du procurement, enfin des achats en hôtellerie, et pas que d'ailleurs. J'ai envoyé, une dizaine de mails, à des agences que j'ai trouvées sur internet sans trop savoir et puis il y en a une qui m'a répondu très rapidement. J'ai envoyé des mails un peu tard un soir et le lendemain matin, je me réveille et j'avais un mail avec une demande de rendez-vous. Donc là, je me dis: «D'accord, ce que je moi je s vois ce que je peux apporter à ce genre de boîte, mais eux, je veux dire, j'ai jamais fait ça, Hmm. pourquoi moi?» Je vais passer un entretien et puis je me dis: «Bon, si l'entretien se passe bien, peu importe, je démissionne du Bristol». Parce que j'avais 3 mois de préavis et je m'étais dit: tu démissionnes pour un autre poste, ton préavis il est attendu, etc. Mais là, je vais recommencer à zéro ailleurs. Peut-être 3 mois, ça va être long. Je vais passer l'entretien, ça se passe super bien. Et d'ailleurs, à la fin de l'entretien, je dis à ce qui sera plus tard gros teasing, mon futur boss, je lui dis, écoutez, moi, sachez que je vais démissionner. Et là, il me dit, ah non, mais attendez, enfin, oui, mais on vous a pas dit qu'on allait vous prendre, etc. Je leur dis, voilà, moi, je veux me donner toutes les chances d'être disponible pour vous, donc je vais démissionner. All Je in. sors de là, je démissionne. Autant te dire que mes parents font une crise Ouais, cardiaque. j'imagine. Qu'est-ce que tu fais? Tu quittes ton poste de Ouais, cadre dans un ouais. palace Un parisien, palace, ouais. des Tu 5 ans construis ta d'études en carrière. hôtellerie, Oh. etc. Mais j'y vais, j'y vais, j'y vais. Il me rappelle quelques semaines après, il me propose quelque chose, mais c'était vraiment financièrement, c'était pas possible pour moi à cette époque-là de Hmm. descendre en salaire à ce point-là. Donc je leur dis voilà, moi, je sais que je vais faire un pas en arrière parce que je change de secteur un petit peu, mais à ce point-là, je peux pas. Donc on se dit, ok, peut-être qu'il y a d'autres contrats qui vont signer, on se tient au courant. Les semaines passent, je suis à un mois de la fin de mon contrat au Bristol. Là, je commence à me dire, tout doudou, peut-être que ça va être compliqué. Mais J'ai rien. j'étais pas inquiet parce que il y a toujours du travail dans l'hôtellerie et Ouais. je me disais, c'est pas grave, je prendrais des intérims, des extras en gouvernant. Enfin, je savais que, si tu veux, Bien j'allais sûr. Bah, pas être à la t'avais rue, toutes les clés entre les voilà, mains j'avais pour pas rebondir. d'inquiétude là-dessus. Et puis au final, peut-être 2 semaines avant de terminer, ils m'ont rappelé, ils avaient signé ce fameux contrat, on a réussi à trouver un terrain d'entente pour que je puisse les rejoindre. J'ai terminé le Bristol, un petit peu de vacances et puis c'était parti. J'ai donc rejoint une agence qui s'appelle Dynamo, qui est une agence qui fait des achats je simplifie, mais en mobilier et décoration pour des hôtels. Ils font aussi de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, donc c'est du suivi de chantier. Et ils font aussi de la programmation pour aider un investisseur, un hôtelier qui a l'idée de faire quelque chose, mais Ouais. qui ne sait pas du tout ce qu'il veut faire comme type d'hôtel, comme type de restaurant, etc. Donc voilà, ils ont ces 3 casquettes. Moi, je les ai rejoints comme chef de projet sur la partie achat mobilier déco. Et puis ça a duré 1 an et demi et c'était une super aventure et ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier dans ce secteur des achats, où je suis toujours. Ok. Et alors, comment tu fais ce pas encore supplémentaire pour arriver jusqu'à Maison Pariante et boucler la boucle? Et ben, en fait, ça faisait 1 an et demi que je travaillais chez Dynamo, super entreprise vraiment, j'ai adoré travailler là-bas. Je travaillais sur des beaux projets, je travaillais sur les rénovations de l'InterContinental, Le Grand Place de l'Opéra, je travaillais sur le Sceau Paris, sur un appartement privé à Miami et cetera. C'était très intéressant, sur le Kimpton Saint-Honoré également. Et puis au bout d'un moment, je trouvais très intéressante cette posture un petit peu de consultant où tu es à la fois sur plein de projets, mais à Hmm. la fois elle me frustrait un peu parce que j'avais souvent l'impression ça va peut-être paraître bizarre dit comme ça, mais de donner mon avis sur certaines choses, venant moi-même de l'hôtellerie, Ouais. discutant avec des personnes qui sont pas de l'hôtellerie, qui sont des investisseurs, des banquiers, voilà, et leur dire les gars, il faut pas faire ça parce que dans un hôtel ça va pas marcher. Et je t'ai pas toujours écouté. Et c'est pas que je voulais que moi, Sébastien, mon avis soit appliqué Hmm. à tout prix. C'est que je me disais pour la vie de l'hôtel, pour les Bien équipes qui sûr. derrière vont Ouais. l'utiliser, c'est frustrant. Et puis c'est vraiment frustrant. Vous êtes dans un hôtel neuf et les collaborateurs, si tous les jours ils se disent mais attends mais ils ont pas pensé à ça mais ça marche pas, etc. C'est lassant parce que vous vous dites c'est trop dommage, ils ont fait un hôtel neuf et pourtant on peut pas l'utiliser. Donc cette position de consultant externe me plaisait moyennement, donc je me suis dit bah, comment solutionner ça? Je vais essayer de travailler en interne pour un groupe, pour une marque qui me plaît, pour vraiment être de l'intérieur et participer au développement de cette marque. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, dans un premier temps, je vais écrire aux 4-5 groupes d'hôtels vraiment qui me font rêver, Ouais. au culot sur LinkedIn, comme ça m'a toujours réussi. Et donc je suis allée écrire à 4-5 groupes d'hôtels, dont Maison Pariante, en disant voilà, bonjour, je suis Sébastien, je fais ça, je pense que je peux vous apporter ça, quand est-ce qu'on en parle? Et coup de chance, Maison Pariante me répond. Parce que c'était le moment où ils commençaient à penser à créer ce poste-là, parce qu'eux aussi faisaient appel à des boîtes extérieures, mais ils avaient tellement de projets qu'ils avaient tout le temps des consultants et ils se sont dit: «On peut internaliser la fonction». Hmm. Et je tombe pile à ce moment-là. J'avais aussi une autre proposition dans un autre groupe, assez connu en hôtellerie-restauration sur Paris. Vraiment, très, très énorme coup de cœur avec la famille Pariante. 1 heure d'entretien, c'est tout et je partais avec ma promesse d'embauche et voilà. Incroyable. Et donc là, tu parles avec
un des propriétaires Pariante, peut-être juste nous expliquer comment est-ce que fonctionne le trio de tête Oui, de la en famille fait, Pariante. la famille Pariante, impliquée dans Maison Pariante, vous avez, Gérard Pariante. Il faut savoir que Gérard, et Patrick, ont créé, Naf Naf dans les années 70. Ensuite, ils ont eu tout un empire dans le monde, du textile et cetera. Ces activités ont été revendues il y a déjà des années maintenant et donc moi, je travaille pour Patrick Pariante, et ses filles. Patrick a 4 enfants, dont 2 qui sont très impliqués sur l'hôtellerie. Ouais. Leslie Kouana, qui est la présidente directrice générale de Maison Pariante et de toutes les sociétés de la famille Pariante. Et Kimberley Cohen, sa sœur, qui est la cofondatrice de Maison Pariante et également directrice artistique, qui s'occupe de tout ce qui touche au beau dans nos hôtels et également de Mhm. la partie communication. C'est vraiment eux qui sont le trio de tête de Maison Pariante. Et puis ensuite, on a un directeur général et un comité de direction assez classique Ouais. dont je fais partie. Ah, c'est génial. Et alors, il va falloir du coup qu'on rentre dans le vif du sujet avec ces mots qui écorchent un peu Oui. les oreilles. FFE, OSCE, je sais même pas comment est-ce qu'on on les prononce. RSE, évidemment, celui-là est beaucoup Oui. plus connu. Mais est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton poste aujourd'hui au quotidien et que veulent dire ces acronymes? Ouais. Alors FF&E, ça veut dire Furniture, Fixture and Equipment. C'est plus ou moins, j'essaie de simplifier, c'est pas Mm. aussi simple que ça, mais c'est plus ou moins le mobilier, pour faire très simple. Et OSNI, c'est Operating Supplies and Equipment. OSNI, c'est très très large. C'est aussi bien la vaisselle, les uniformes, les rayonnages de l'économa, les aspirateurs, les paillassons, les brosses Ouais. WC. Voilà, c'est voilà. On a pour D'accord. habitude de dire que les FFNI et les OSNI, tu prends un hôtel, tu le retournes, tout ce qui tombe, c'est ce dont je m'occupe. C'est des J'adore cette FFNI et des image. OSNI. C'est-à-dire que je ne m'occupe pas de tout ce qui est agencé, c'est-à-dire un placard encastré dans le mur. Ça peut être considéré comme un meuble, mais je m'en occupe pas. C'est au lot travaux. Moi, je m'occupe du bureau, du canapé, du lit, des chaises et de Ok, tout ce qui se déroule derrière. très clair. Voilà. En général, c'est la façon la plus simple Ah d'expliquer ouais, les non mais choses. c'est hyper visuel, en plus je l'ai bien dans ma tête et il y a beaucoup de meubles qui tombent quand même, il y a pas mal de trucs Oui, oui, à gérer. Bon, RSE on y reviendra et puis mes oui. insiders sont sensibilisés parce que c'est un sujet que j'aborde souvent dans les épisodes, mais pour comprendre et continuer de tirer cette bobine, donc Maison Pariante aujourd'hui en tant que marque, ce sont 3 et un 4e hôtel qui a ouvert, sachant que Mhm. quand même pour boucler cette boucle, toi et moi on s'est retrouvés au Coucou Ouais. à Méribel en décembre dernier, c'est là qu'on s'est dit attends faisons un épisode. Et assez marrant parce que du coup je me rends compte que je pense qu'on n'a jamais dû se parler toi et moi à moins de 1800 mètres d'altitude. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc raconte-nous, on va pas faire tous les hôtels, mais au moins ce 4e né, le Grand Mazarin, que j'imagine Bien tu as dû sûr, gérer de A à Z sur ta tout à fait. partie. Comment est-ce que sur ta partie, donc qui est quand même énorme, il y a tout le mobilier finalement, comment est-ce que on crée sur le papier un projet jusqu'à l'aboutissement de l'ouverture au client? Oui. Alors le Grand Mazarin, comme tu l'as très bien dit, c'est l'addition à notre collection. On a déjà un hôtel à Crillon-le-Brave en Provence, un à Saint-Tropez, un à Méribel, donc Loupinet à Saint-Tropez, Le Coucou à Méribel, des hôtels incroyables que je vous invite à découvrir si vous ne les connaissez pas. Et c'est rajouté le Grand Mazarin, un projet qui a mis beaucoup de temps à se faire parce que une rénovation de 3 bâtiments dans le centre de Paris, dans le Marais, des bâtiments qui datent de 1300, 3 bâtiments à faire se connecter, 8 mètres de niveau de sous-sol à abaisser pour créer, en plus de la piscine, des back-office pour les équipes. Un chantier qui a vu passer une petite crise du Covid, des difficultés d'approvisionnement liées à la conjoncture mondiale, des fouilles archéologiques, des arrêts de travaux, tout un tas de choses. Donc tous Waouh. les ingrédients pour que ça se passe mal, nous les Mmh. avons eus, mais le résultat est là. Donc on a mis pratiquement 6 ans entre le premier rendez-vous et l'ouverture du Grand Mazarin. Moi, je suis arrivée, donc l'hôtel a ouvert en septembre 2023. Moi, je suis arrivée chez Maison Pariante à l'automne 2020. Et donc, le projet avait déjà commencé. Le bâtiment était tout démoli de partout. Et moi, je suis arrivée au moment où on commençait à entamer mon sujet à moi. Donc, c'est-à-dire que, pour faire très simple, on m'a demandé
je suis intervenue dès l'élaboration des budgets mobilier et Hmm. décoration, où à cette époque-là, on avait déjà choisi le décorateur avec qui nous allions travailler, Martin Brudinski, qui est un décorateur suédois basé à Londres, qui a aussi un bureau à New York. Donc on savait qu'on aurait une décoration très fournie parce que c'est son style, mais on ne savait pas encore ce qu'il allait choisir. Et toi, on te demande, 4 ans avant l'ouverture de l'hôtel, de budgéter, de dire, voilà, tu ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais dis-nous combien ça va coûter, 4 ans à l'avance, en prenant en compte plein d'aléas qui peuvent se passer, d'évolution des prix, etc. Donc moi, j'ai élaboré ce budget qui a été validé par la famille pariante et qui était un peu voilà, l'objectif final d'enveloppe budgétaire à respecter pour les achats de mobilier, de décoration et tous les petits accessoires. Sur la partie OSNI, donc accessoires, on a l'habitude pour nos hôtels, c'est quand même un très gros morceau. Dans les OSNI, vous avez le moindre accessoire que le barman va utiliser, la moindre spatule que le Ah oui. cuisinier va utiliser, les rayonnages de Et l'économa, ça rentre dans ton budget et c'est le déjà robot de la réfléchi à ce stade. piscine. Oui, tout à fait. Donc du coup, c'est Waouh. beaucoup, beaucoup de travail les OSNI. Ouais, Donc j'imagine. on a l'habitude avec le temps, on sait à peu près ce qu'on doit acheter, même si on n'a aucun standard. Donc la vaisselle est complètement différente dans chaque hôtel, etc. Mais on a l'habitude de se faire accompagner par quelqu'un en consultante qui nous accompagne sur les projets et qui nous aide un petit peu à avancer là-dessus parce qu'il y a des centaines et milliers de références à acheter. Et donc, on a travaillé donc avec ce décorateur qui a fait tous les choix décoratifs, mais après, chaque meuble, chaque référence de mobilier, on travaille beaucoup avec des dessins de choses sur mesure, a fait l'objet d'une validation par la famille pariante et par moi, pour s'assurer que d'un point de vue esthétique, ça nous convienne, mais aussi, bon, déjà le budget, etc., acheter le bon objet au bon prix et à la bonne personne, mais aussi savoir que les clients vont être capables de l'utiliser, parce que par exemple, il n'y a rien de plus énervant dans une chambre d'hôtel que de ne pas réussir à allumer la télé ou appeler Oh la que oui. réception. Enfin, nous, on trouve ça extrêmement énervant. Ouais. Donc, on veut faire attention que ça n'arrive pas. Et puis aussi que nos équipes sachent l'utiliser. C'est-à-dire que c'est extrêmement frustrant si vous avez fait la plus belle chambre du monde. Mais moi, j'ai vécu ça un jour Ouais. dans un hôtel où j'ai travaillé, Ouais, moi où aussi. j'ai commencé à faire une grosse remontrance à une femme de chambre parce qu'elle avait débranché le téléphone d'un client pour brancher son aspirateur. Elle n'avait pas à le faire, mais en même temps, il y avait Il y a pas de prise. à peine de prise dans la Ouais, chambre. ouais, il y a Donc des trucs lunaires parfois dans les chambres. voilà. Mmh. Donc on essaye de faire en sorte, j'essaye de faire en sorte avec tous mes incroyables collègues que ça n'arrive pas. J'ai la chance d'avoir comme binôme sur certains sujets un directeur des travaux, Julien Guéna, qui a travaillé avant dans dans des entreprises du BTP, mais sur des gros projets comme la boutique Louis Vuitton des Champs-Élysées, comme le Georges V, etc. Donc il fait des travaux et il est hyper qualifié, mais il sait ce que c'est que de faire des travaux 5 étoiles palace, ce qui est franchement un autre monde encore. Ouais. Donc on essaye de faire en sorte de penser à tout ça et aussi penser à des produits qui vont durer dans le temps, qu'on va être capable de nettoyer. Je raconte aussi souvent cette anecdote. Quand je travaillais sur un précédent projet pour une autre entreprise, on nous présente des bureaux magnifiques en cuir, vraiment quelque chose de splendide. Bon, moi, j'essaye de plus trop avoir de cuir maintenant dans nos projets, mais à l'époque, je me posais pas ces questions-là. Et tout le dessus du bureau est en cuir. Le fournisseur m'explique que c'est génial, que ça se nettoie super bien, et moi, je sais que une trace de stylo sur du cuir, ça ne part pas. Donc, je Non. regarde le fournisseur, je dis, le bureau, il est super, mais je débouche mon stylo, je lui dis, je fais quoi avec le stylo? Et là, le client me dit, non, mais le fournisseur nous a dit qu'avec de l'eau et du savon, ça part, etc. Je lui dis, alors Non. franchement, si ça fonctionne, dites-le à tous les hôtels de France et du monde. Ils vont être très contents parce qu'on va leur sauver un paquet de meubles. Donc du coup, voilà, vous essayez d'aussi être un peu ce La casquette garde-fou. du gouvernant là C'est qui est ça, bien c'est ça. plantée. Non, mais voilà, des meubles aussi qui soient pas trop lourds pour réussir à les monter jusqu'à là où ils doivent arriver. Des choses qu'on pourra réparer dans le temps. Mmh. S'il faut être un Oui, abat-jour et puis, enfin, je magnifique, veux dire, faut le dire aussi aux gens qui sont moins sensibles à ça. Un hôtel, c'est pas comme la maison chez soi, c'est pas toi qui bouges tes meubles, c'est du personnel qui le bouge tous les jours, des clients qui sont pas toujours précautionneux. Donc en fait, la durée de vie d'un meuble, elle est largement réduite, et t'es obligé de choisir des produits de très grande qualité si tu veux t'assurer qu'ils tiennent dans le temps. Et qualité, ça peut pas juste dire beau avec des produits nobles comme du cuir, parce qu'en fait, ça dure pas très longtemps. tout à fait. Et voilà, ce que j'explique souvent, et c'est souvent un défi pour les décoratrices et les décorateurs avec qui on travaille, c'est que ils ont souvent l'habitude de faire plutôt des résidences privées, des logements extrêmement luxueux. Moi, j'ai fait, donc, je mentionnais plutôt un appartement à Miami décoré par RDAI, qui est l'agence qui fait toutes les boutiques Hermès à travers le monde. J'ai acheté pour cet appartement, enfin j'ai fait acheter des chaises de salle à manger à 10 000 € la chaise. Donc vous passez une commande à 100 000 € à Hermès juste pour 10 chaises. Le monsieur, c'est sa résidence à lui.
il y fera attention. Bien sûr. Nous, bon, déjà, on va pas forcément mettre 10 000 euros dans les chaises, mais même si on décidait de le faire, à partir du moment où la cliente, le client, voire ses enfants sont dans la chambre, c'est leur espace. Je dis pas que pour autant tout le monde saccage nos chambres, Non, mais pas tout le monde. on peut pas dire attention, ça faudrait peut-être pas poser votre verre ici, parce Non. que ce n'est pas possible. Donc parfois il y a des loupés, et il y a des choses où dans le temps on se dit mince, ça a pas marché, on pensait que ça tiendrait mieux, mais la plupart du temps on essaye quand même d'avoir des choses qui sont solides ou nettoyables ou déhoussables pour des coussins. C'est du bon sens, hein. Mais Mhm. combien de fois j'ai vu des hôtels ou des restaurants obligés de refaire une banquette entière parce que l'assise elle est pas déhoussable et que du coup ben elle est trop tachée, on peut pas. Ça Ouais. c'est plus possible en 2024 pour moi de faire des achats comme ça. Ouais, t'as complètement raison. Tu saurais nous chiffrer le montant d'un projet comme Grand Mazarin sur ta partie et peut-être en pourcentage d'un budget global, combien est-ce que ça représente, qu'on se rende compte vraiment? Alors, étant donné qu'il ne s'agit pas de mon argent, je préfère pas m'avancer sur des montants globaux. Ouais. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, sur une chambre classique du Grand Mazarin, comment dire? La première catégorie de chambre en superficie, moi j'avais budgété, on parle toujours en hors taxe, nous, en Bien professionnel. sûr, bien sûr. Moi j'avais budgété un budget de 30 000 € pour l'achat, des meubles, de la literie et cetera, les placards, les commodes, les patères, et cetera, le tapis, les rideaux. Les rideaux, c'est un grand poste de dépense. Voilà, moi j'avais budgété 30 000 euros. On a été un petit peu en dessous, Attends, 30 000 euros euh, par chambre ou pour toutes les chambres? par chambre. 30 Par 000 euros chambre. par chambre, Ouais, par c'est équipe. pas du tout la même chose, hein. Voilà, Et il y voilà. a combien de chambres? 61. Ok. Et il y en a qui sont plus grandes. Ouais, bien sûr. 30 000 euros minimum par chambre, enfin, C'est ça ça permet qu'on aussi, se rende compte quand même de... voilà, parfois je Quand le l'explique. client il paye un prix évidemment parce qu'il y a du service, etc. Mais il faut aussi se rendre compte de derrière tout ce que ça coûte. On est sur un bâtiment qu'il a fallu refaire dans le Marais, il a fallu mettre des fournitures et là tu nous dis un peu le prix. Derrière, il y a encore la masse salariale. C'est aussi Bien ça sûr. qu'on paye dans le tarif complet d'une chambre. Bien sûr, je voyais l'autre jour, j'ai vu un reportage à la télévision sur un hôtel parisien qui avait réouvert et le gouvernant général expliquait que parfois, il se faisait voler les sèche-cheveux Dyson. Donc 400 € le sèche-cheveux. Mm. J'ai retrouvé cette vidéo un petit peu plus tard sur TikTok et j'ai vu les commentaires et tout le monde, 100% des clients, disaient non mais moi, si je paye 8 000 € la suite, encore heureux que je pars avec le sèche-cheveux. Mais en fait, ça marche pas de dire ça, Bah ça non. fonctionne pas. Alors oui, les hôtels bien gérés dans une bonne conjoncture sont rentables et peuvent l'être, et c'est plutôt sur l'hébergement qu'on va dégager une marge confortable plutôt que sur la restauration. Mais ce qu'il faut voir derrière, c'est que déjà, on est une industrie qui a une masse salariale qui est énorme et que vous prenez des palaces parisiens, une table de chevet dans un grand hôtel qui vient d'une maison absolument prestigieuse qui travaille en Île-de-France faite à la main, comme Taillarda ou tout comme ça peut valoir 10 000 € une table de chevet. Ouais. Donc de chaque côté du lit, vous avez 20 000 € juste la table de chevet. C'est-à-dire que à l'époque au Bristol, on avait des couvre-lits sur les lits fleuris, etc., un petit peu à l'ancienne, qu'ils n'ont plus. Un couvre-lit, c'était fabriqué en Île-de-France par une personne, une dame qui travaillait toute seule, qui nous disait, moi, c'est 60-70% de mon chiffre d'affaires qui est fait par le Bristol. Alors, à l'instar je sais pas, de plumassiers qui vont travailler avec des couturiers, etc., ces entreprises-là, si les hôtels ferment, elles ferment aussi. Et sur ce Mm. couvre-lit, vous avez peut-être 1 000-1 500 € de confection et vous avez Clairement. 20-25 mètres de tissu français, etc. Alors oui, parfois on peut euh, trouver que c'est outrancier, etc., tout cet argent dans les hôtels, et ces prix de vente qui ont encore plus explosé depuis 2-3 ans à Mm. Paris, mais derrière, ça soutient un savoir-faire qui est absolument Absolument, ouais, ouais. incroyable, et qui est pas forcément d'ailleurs au goût du jour, donc on n'a plus toujours chez soi. On est aussi mal habitué parce que Et du nous, coup, on mesure pas du tout la valeur de ce travail-là, de en ce fait, savoir-faire. ça va être une découverte ou non, mais le prix d'une table de chevet, alors je dis pas que pour autant j'ai que des meubles français chez moi, j'y travaille, mais j'ai pas toujours le budget, mais 20 €, c'est pas le prix d'une table de chevet, mais même si c'est ce que IKEA nous dit en fait, ça c'est pas le Ouais. prix d'un meuble. Donc, je dis pas que pour autant tout le monde doit avoir des tables de chevet à 10 000 €, mais du coup, euh, l'échelle de comparaison, elle est complètement faussée, mais ça marche surtout hein, sur Bien l'habillement, sûr. etc. Mais Mm. derrière ces prix de vente, derrière ces achats, il y a tout un tas d'entreprises qu'on est ravis de faire travailler. Moi, sur le Grand Mazarin, j'ai fait travailler on a fait travailler 7 à 8 entreprises du patrimoine vivant, qui sont entreprises françaises, qui sont classées, qui ont voilà, des entreprises. Je suis allée dans les Vosges chez la manufacture Henriot, qui a fait pratiquement tous nos meubles en bois, mais c'était incroyable.
au même titre qu'ils font nos hôtels, ils font les sièges de l'Opéra Garnier, ils font des choses pour Versailles, etc. Mais c'est Ouais. une chance inouïe de pouvoir travailler avec des entreprises comme celle-ci. Mmh. Mais c'est aussi pour ça que je suis très content qu'on puisse faire cet épisode avec toi, parce que tu sais, j'ai l'impression c'est comme en sommellerie quand tu vas du vignoble à la table avec la bouteille et le verre. Avec toi, on part du producteur du meuble, du créateur, à l'hôtelier derrière qui fait le service et la prestation. Et il n'y a pas d'excellence de service sans qualité de produit et sans un savoir-faire artisanal derrière tout ça. Et c'est génial que tu puisses mettre ça en avant et en plus de le chiffrer, de mettre tout ça en relief. J'adore quand j'ai l'occasion, j'ai pas toujours le loisir de le faire, mais lorsque j'ai l'occasion de faire des visites du Grand Mazarin, bon, souvent mes visites durent une éternité, mais J'imagine. j'adore donner des infos. Au moment où l'hôtel a ouvert, d'ailleurs, j'ai fait organiser des visites de l'hôtel avec les équipes par petits groupes de 10 dans tous les services pour leur donner, évidemment, je leur ai pas tout dit parce qu'ils nous auraient jamais retenu, mais une dizaine ou une quinzaine d'éléments clés, de dire voilà, ce tapis, il a été fait sur mesure, tissé à la main dans le nord de la France, etc., pour que aussi eux, à leur niveau, aient les clés et puisse en parler avec nos clients parce que nous, on le sait, c'est super et on Ouais. peut s'applaudir et dire qu'on est géniaux. C'est pas ça le but. C'est aussi de mettre en avant ces entreprises et du coup de le dire au plus Mmh. grand nombre et de les Bah, de faire connaître. raconter cette histoire à nos clients pour qu'elles vivent en fait. Nous, on a très, très, très souvent, franchement, je dirais qu'il n'y a pas un mois qui passe sans qu'on reçoive au moins un mail aux réservations de dire voilà, j'ai séjourné au Coucou, j'ai adoré la table de chevet, qui l'a fabriqué, puis-je le contacter? Et du coup, les réservations me font suivre et moi, je les mets en contact. Alors, souvent, c'est compliqué parce que comme on fait du sur-mesure, après, il y a Et des oui. questions de dessin, de droit, etc. Mais juste, déjà, si je peux créer la rencontre de ce fournisseur-là, ou par exemple, un jour, il y a une cliente américaine qui nous a dit j'ai vu que vous aviez des lits qui se levaient automatiquement, on a le système de lève-lit, c'est génial. Elle me disait, moi j'ai une grande maison aux États-Unis, j'ai des équipes de personnel de maison, j'adorerais qu'elles aient ça aussi pour que réduire la pénibilité de leur travail. Mmh. Donnez-moi le contact. Je ne sais pas si elle est allée au bout, mais je Ouais. me suis dit, waouh, c'est réussi. Enfin, si on peut aussi. Son personnel doit être content parce Ben qu'aujourd'hui, oui, dans les hôtels, en tout cas les grands hôtels, tout le monde le fait. Maintenant, c'est quand même heureusement admis et on budgète clairement. ça. Mais c'est chouette si ça commence à aller chez les particuliers aussi. Moi, j'aimerais Donc bien avoir voilà, la même chose à la maison d'ailleurs. on est aussi une bonne vitrine pour certaines choses, mettre en avant des artistes, des artisans. Ouais, t'as raison. Voilà. Hyper intéressant. Je voudrais qu'on continue là-dedans, mais vraiment en amenant aussi l'angle de la RSE. Comment est-ce que toi, tu arrives à intégrer cette notion? Tu parlais des cuirs tout à l'heure, on sent que c'est quelque chose qui est important pour toi. D'ailleurs, tu te dis dans ton titre que tu es hôtelier engagé, je t'ai présenté comme ça. Donc je voudrais bien que tu me racontes ça veut dire quoi. Un, ça veut dire quoi pour toi être un hôtelier engagé? Deux, comment est-ce que ça se traduit dans tes actions, dans ton métier? Et trois, si on veut élargir encore, est-ce que selon toi, nos métiers peuvent être compatibles avec cette dynamique de RSE dont il est question aujourd'hui? Waouh, vaste programme. Salut, à plus tard. Merci, vous avez 2 heures. En fait, moi, je me pose plus trop de questions dans le sens où, tout est perfectible et voilà, chaque année, en général, j'ai mon lot de résolutions et de choses que je veux apporter dans ma vie, pour avoir un impact un petit peu moindre. Mais maintenant, la RSE et le fait de réduire son empreinte carbone fait tellement partie de ma vie que c'était indissociable du travail. Donc, ça faisait quelque temps que j'en parlais aux parientes, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Et puis un jour, ça s'est pratiquement passé comme ça. Ils m'ont dit, bah, vous avez vraiment envie de mettre des choses en place comme ça, bah, faites-les vous-même, prenez la responsabilité de la RSE. Et c'est un peu comme ça que j'ai rajouté cette casquette supplémentaire. Donc c'est génial parce que on partait pratiquement de zéro et Mmh. au début, j'ai eu une approche très pragmatique en se disant: «Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire?» Dès le début, tout de suite, mettre des choses en place. Bon, désolée pour les entreprises que je vais citer, mais on achetait notre café chez Nespresso pour les capsules en chambre. Moi, je me disais, bon, Nespresso, ils n'ont pas besoin de nos commandes à nous pour fonctionner. Est-ce qu'on peut pas faire travailler quelqu'un d'autre? Hop, je me renseigne, j'entends parler de Café Joyeux, qui fait ces cafés absolument incroyables, dont les crus de C'est café sont faits par une meuf torréfactrice et qui font travailler des personnes en situation de handicap, pour la plupart atteintes de trisomie 21. Et mmh. donc, du coup, on commande, hop, et c'est pas grand-chose. Peut-être c'est une goutte d'eau, mais du coup, dans tous nos mini-bars, d'ailleurs, les cafés sont offerts, donc c'est des choses que les clients consomment quand même pas mal. On a ces capsules, on a un petit écriteau en français, en anglais, qui vient expliquer quelle est l'action de Café Joyeux et comment Maison Pariante les soutient. Et puis ensuite, ben, on se dit, ben, on sert du bon café à nos clients. Est-ce qu'on ne ferait pas aussi pour nos équipes? Donc du coup, on arrête d'acheter des capsules aluminium, on achète du café en grains de chez Café Joyeux, on change, voilà. Ouais. Donc on met le doigt dans l'engrenage et chaque sujet comme ça se développe.
Donc il y a pas mal de choses qui se sont mis en place comme ça. Et puis un jour, on a fait la liste après 1 an des choses sur lesquelles on avait. Moi, au début, je n'en parlais pas. Je voulais vraiment pas prendre la parole sur des sujets de RSE parce que j'étais Hmm. vraiment effrayée d'être taxée de greenwashing Ouais, je suis passé par là aussi. vraiment, c'est ma hantise au quotidien, c'est de me dire, voilà, moi, à titre personnel, je fais vraiment je dis toujours ça, je suis un bisounours dans le milieu de la RSE. Je fais ça parce que je pense que juste qu'on n'a pas le choix, en fait, et qu'on Hmm, doit le faire. Surtout notre génération, je pense qu'on nous a pas trop laissé le choix, qu'on est obligé. Donc moi, je me saisis clairement. du sujet à bras le corps. J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à le faire. Hmm. Mais voilà. Mais le monde de l'entreprise, surtout quand il y a des dépenses qui doivent être engagées, etc., il faut aussi que les personnes pour qui je travaille comprennent quel est l'intérêt de le faire. Alors, il n'y a pas toujours un retour sur investissement, mais que chaque action, elle ait un but, elle est voilà. Donc en fait, on se rend compte que la RSE aujourd'hui, au-delà de réduire l'impact d'une entreprise sur la planète, ce qui est franchement la grosse priorité, mais il y a aussi tout simplement le fait d'embarquer les équipes avec nous. On a des équipes qui sont très jeunes dans nos hôtels et qui Hmm. sont hyper intéressées. Au début, moi, je me disais, je vais embêter tout le monde en leur demandant d'aller Ouais. ramasser des déchets 1 fois par an. Et en fait, ils sont super contents. C'est même eux qui me disent, est-ce qu'on peut faire ci pour l'année prochaine? Est-ce qu'on fait ceci, cela? Peut-être que si on passe par là et on a repéré qu'il y avait une piste de ski, donc il y aura des déchets qu'on peut ramasser, etc. Et en fait, nos équipes qui sont franchement jeunes sont hyper contentes d'être impliquées là-dessus. Et je les comprends. Parce que moi, le jour où je quitterai Maison Pariante, la prochaine entreprise où j'irai, euh, son impact, enfin sa stratégie environnementale, et je dirais même plus loin, parce que même moi, parfois, je dis stratégie environnementale, Oui, c'est pas comme si qu'une RSE c'était que stratégie, en fait. l'environnement, mais C'est pas qu'une stratégie, et c'est pas que de l'environnement, c'est du social, du sociétal, etc. ouais. Je ne pourrais pas, il y a 10 ans, on m'aurait dit, tu vas travailler au Bristol, par contre, pour info, ils laissent les robinets d'eau chaude ouverts toute la journée, j'aurais dit, peu Ouais. importe, je veux juste travailler au Bristol. Maintenant, c'est complètement différent. Ouais, Vraiment, pour c'est moi c'est complètement différent. incompatible aussi. Hmm. Et on se rend compte aussi qu'on a une clientèle qui est de plus en plus demandeuse. Je parlais vendredi dernier avec la directrice de Crayon Le Brave, qui est allemande, et elle me disait qu'elle est en permanence surprise de voir qu'en France, il y a des choses, enfin que l'Allemagne, sur certains sujets écologiques, est beaucoup plus avancée. Elle me dit, nous, par exemple, le sujet des bouteilles consignées, enfin, on a une quantité de verre, ce qu'on appelle verre perdu dans les hôtels, mais c'est hallucinant. Par exemple, pour le moment, dans les minibars, on a des bocaux en verre, c'est les mêmes formats de bocaux, je pense que c'est les mêmes dans pratiquement tous les hôtels que cette entreprise fournit. On n'arrive pas, enfin, ils n'arrivent pas à nous proposer Ouais, des un, consignes et les des... récupérer. Du coup, c'est un crève-cœur en fait. Donc même si de temps en temps il y a des bocaux qu'on récupère, etc., mais sur la quantité de bocaux, on n'est pas capable. Voilà. Donc là, on a mis en place des choses. On a arrêté, par exemple, on impose aux fournisseurs de ne plus nous livrer dans des cagettes en carton, etc. C'est des cagettes réutilisables. Ils livrent le lundi, ils les récupèrent le mardi et inversement. Donc voilà. Donc on réduit drastiquement nos déchets. Mais c'est plein de choses comme ça où les fournisseurs sont pas toujours force de proposition Hmm. parce que c'est Ouais. pas forcément le plus simple, parce que parfois ça représente un coût pour eux. Euh, donc il faut aussi avancer conjointement sur ces sujets-là. Il y a des sujets sur lesquels on n'y arrive pas. Des sacs poubelles pour le moment vraiment résistants, sans plastique, etc. On a essayé, on a voulu supprimer tous nos sacs poubelles dans les salles de bain pour mettre des sacs en craft. Ça n'a pas marché parce que choses mouillées dans les salles de bain, etc. Voilà. C'est un échec, mais on s'arrête pas là. Hmm. On a arrêté ça. On attend 1 an ou 2, on en parle aux fournisseurs, voir comment aussi les technologies évoluent, et on Ouais, y pour reviendra. challenger un petit peu tout le monde. C'est ça. Mais voilà, il Ouais. y a plein de choses comme ça qui peuvent être mises en place. Alors parfois, ça peut être décourageant parce que pour les équipes, même pour moi, bon, j'ai des grands questionnements. Parfois, je suis hyper optimiste et parfois, je suis très pessimiste. Je suis Mais comme toi aussi, selon ça les peut être jours. très décourageant de se dire, voilà, on fait tout ça. Et oui, on a nos clients qui viennent de l'autre bout du monde en avion nous voir. C'est un fait. Hmm. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On se cache derrière des murs et on dit qu'on ne prend que les clients qui sont venus chez nous en train ou machin. Ça me paraît pas faisable tout de suite. En revanche, je pense que du coup, ce qui est motivant, c'est de dire pour les équipes, voilà, on sait qu'on a des émissions de CO2, etc. C'est un impondérable de par la nature de notre secteur. Pour le moment, c'est comme ça. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire en interne? Qu'est-ce qu'on Ouais. peut Pour aussi autant, il faut être faire? dans l'action et on peut aussi réduire à notre niveau, même si en effet l'avion il décolle pour venir chez nous. Il y a un autre groupe d'hôtels qui s'appelle Hoxton, que tu dois connaître. Ouais, Ils ont mis en ça me place il parle. y a quelques temps une action ponctuelle. Je ne sais plus le deal exact, mais je crois que si sur 1 mois, des clients visitaient 2 de leurs hôtels et qui voyageaient en train entre les deux, ils leur faisaient une remise sur le séjour de 20 Hmm. euros. Tu vois, quelque chose un petit Ouais, c'est geste. symbolique, mais en tout C'est cas super ça, malin en ça fait. motive. Enfin, je sais pas si pour autant ils ont plein de gens, voilà, mais la, la dynamique, elle est elle est dans ce sens-là. Alors peut-être qu'ils l'ont fait que à des fins Oui, marketing, que je pour du sais pas marketing, du mais en tout, tout cas, mais on en au- parle et du coup, voilà. ça fait aussi la promotion de ça.
Donc, il faut essayer, je me le dis aussi à moi-même, il faut rester Ouais, optimiste ouais, et ouais. se dire que on fait pas assez, on fera jamais Mm. assez, mais certains ne font rien. Donc allons-y, soyons précurseurs là-dedans et puis allons aussi, moi mon rêve, c'est d'aller à l'Élysée et d'aller leur dire: «Voilà, on est hôtelier, on a envie de faire ça, mais il y a cette législation qui est compliquée pour nous, où on a besoin que vous nous aidiez à développer cette filière-là, parce qu'on voudrait à tout prix acheter des cotons-tiges et des chaussons en France, mais que pour le moment, ça coûte 10 fois plus cher que de les acheter en Chine, donc on n'a pas la solution. Donc Ouais. aidez-nous, on veut le faire.» Moi, j'adorerais pouvoir parler avec les pouvoirs publics pour leur dire, voilà, on est face à ce problème-là, euh, avançons Bien sûr. ensemble et Mm. aidons-nous. Et je pense que c'est vraiment le bon état d'esprit que tu as, c'est d'être dans une dynamique, dans une mouvance constante, de rester positif malgré tout, parce qu'il faut l'être, sinon on peut pas du tout progresser. Moi je suis comme toi, il y a des jours où je me lève déprimé en disant ça va pas du tout, et d'autres je me dis attends, fais ce que tu peux à ton niveau, et tu vas pas révolutionner le monde en un jour. Oui, tu travailles dans des hôtels qui sont aussi des polluants, mais du coup je suis dans ces hôtels et je peux former les équipes dont tu parlais, tes collaborateurs, je les ai d'ailleurs formés et au Coucou et à Loupinet. Moi je rate pas une occasion de leur transmettre des informations autour de la RSE, de leur dire comment est-ce qu'ils peuvent s'engager, particulièrement quand on est à Méribel, avec un environnement fragile, Bien montagnard sûr. autour. C'est autant d'occasions de partager. Et oui, en effet, les clients viennent quand même en avion, et ça, malheureusement, j'ai pas tant d'impact, mais au moins, j'ai des collaborateurs sensibilisés. Et je voulais t'amener aussi là-dessus, c'est que les collaborateurs, t'as dit les jeunes, déjà, je suis d'accord avec toi, en effet, chez les jeunes, c'est moins le cas. Chez les plus âgés, je trouve que ils se sentent un petit peu moins concernés, c'est évidemment très généraliste ce que je dis, mais pour Oui. avoir des grandes tendances. Tant mieux si tu le vois vers les clients. Moi, je trouve que dans les clients du luxe, c'est encore un peu... disons qu'ils aiment bien quand on leur présente des choses et qu'on leur dit c'est fait et que ça leur coûte pas plus cher ou que ça leur demande pas plus d'efforts. Par contre, à partir du moment où il faut mettre la moindre contrainte, là, c'est inenvisageable. Donc ça rajoute quand même un gros handicap. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est que toi, tu chuchotes aux oreilles quand même des dirigeants de ton groupe. Est-ce que quand t'es arrivé et que t'as pris cette branche de RSE, est-ce qu'ils étaient déjà sensibles à ça, ou est-ce que c'était pas du tout un critère? Parce que, je vais être très honnête, la plupart des hôtels moi, dans lesquels j'ai pu travailler dans ma carrière, en fait, même souvent, le terme RSE, il y a encore 5 ans, n'était même pas connu. Donc tu vois, on part de quand même très très loin. Ouais, alors c'est intéressant ce que tu dis parce que grâce à ton podcast, il y a quelques années, j'ai découvert l'existence de Marine Pesco et donc de Ah, Racing for the Oceans. Et depuis quelques mois, Marine et ses équipes nous accompagnent sur le développement d'une stratégie RSE, sur un audit trop bien. RSE, etc. Et à l'occasion de cet audit, on a fait faire un petit sondage à nos équipes. Et j'étais hyper content de lire que 98%, donc je pense qu'il y a juste une personne qui a répondu non, 98% des équipes savent ce qu'est la RSE. Et déjà Ok. ça, Au je me moins suis dit ça y est, l'acronyme, les parce que globalités. jusqu'à il y a encore 2 mois, j'envoyais une procédure RSE. Le premier retour que j'avais de ma direction ou de mes collègues du comité de direction, c'est peut-être qu'il faut rappeler ce que c'est que la RSE, alors que moi, ça me paraissait maintenant évident. Mais voilà, donc ça c'est cool. Et aussi, Et on embrasse le, Marine au passage. on embrasse Marine, qui est une personne incroyable avec qui je suis trop contente de travailler. Et merci Maxime pour cette rencontre vraiment qui a changé ma vie professionnelle. Trop bien. Le terme de RSE est identifié et chez Maison Pariante, ils ont bien identifié qui s'occupe de la RSE. Donc, moi, au niveau du siège, et il y a aussi un ambassadeur ou une ambassadrice RSE dans chaque hôtel. Ça, le relais est clairement identifié, donc ça, c'est super. Après, je pense que la famille Pariante, avant que je leur parle, que je leur bassine les oreilles avec la RSE, était plus ou moins sensible d'une personne à l'autre. Hmm. Kimberley, pour la citer, était assez sensibilisée. Les autres membres, un peu moins. Et je Ouais. sens que maintenant, c'est marrant parce que avec cette casquette RSE, je suis un peu devenue parfois, malgré moi, je sens un peu la caution, comment dire ça, éthique, tu vois, où Ouais. ils vont dire quelque chose, et ils vont me regarder, ils vont me dire: «Ah, non mais ça c'est pas RSE, C'est machin.» Je suis un validé. peu la Comme si on police, regardait tu la vois. RH en mode mais ça c'est légal ou pas? Ouais, la police des mœurs, tu vois. Donc c'est marrant parce que du coup je suis là, non mais je suis pas du tout là. Puis moi vraiment, il y a quelque chose dont je peux souffrir parfois, c'est cette espèce de d'éco-culpabilisation. Hmm. On va dire à quelqu'un: «C'est super, t'es végétarien, mais t'as un iPhone.» En fait, c'est pas du tout comme ça qu'on encourage les gens à faire plus. Du coup, je Clairement. veux surtout pas avoir le bâton et taper, voilà, à tout, enfin, chacun fait ce qu'il peut.
la dynamique est lancée, c'est tout ce qui compte. Donc avec le temps, on a développé cette sensibilité-là, ça c'est évident, et puis elle va continuer à prendre de plus en plus de place. Mais je suis quand même assez souvent surpris. Marine me racontait que lorsqu'ils sont allés voir les équipes à Crillon-le-Brave, elle va en cuisine et elle leur dit, ben voilà, on fait un audit RSE, etc. C'est un petit peu cliché ce que je vais dire, mais les équipes en cuisine lui disent RSE, enfin de quoi tu me parles? Et en fait, 10 minutes après, elle parle avec eux et elle se rend compte qu'en fait, ils appliquent tout un tas de principes RSE. Ils n'avaient juste pas étiqueté. Et eux, Ouais. c'est du bon sens d'utiliser le moindre os de la viande, le moindre épluchure de légumes, etc. Donc, ils appliquent tout ce qu'on devrait faire, mais c'était même pas un sujet parce qu'on leur a appris à cuisiner comme ça Mhm. et parce qu'ils sont, je sais pas, petits-fils de maraîchers ou que leur Exactement. voisin Ce que est je veux dire, éleveur de. regarde chez tes grands-parents, c'était les meilleurs pour faire du recyclage et de la gestion énergétique. Donc, C'était ouais, aussi une éducation différente. tout à Et en fait. cuisine, on retrouve beaucoup ça, je suis assez d'accord avec toi. Ah, c'est hyper intéressant. Du coup, je te pose à la fois la troisième partie de ma question, mais peut-être sous une autre forme. Comment est-ce que tu vois le futur, c'est-à-dire l'évolution de notre milieu, qui est le luxe? Alors, on va parler d'hôtellerie, mais tu peux élargir si tu le souhaites. Mhm. Comment tu vois son évolution dans les années à venir? Je vais rester optimiste dans ma Hmm. réponse parce que sinon, j'ai plus de raison de faire ce que je fais. Je pense que notre responsabilité à nous, hôteliers, artisans du luxe, c'est d'arrêter d'avoir peur de parler RSE à nos clients. Alors, je dis pas que pour autant, il faut voilà, tout arrêter, etc. Mais n'ayons pas peur. C'est-à-dire que ça fait déjà quelques temps maintenant, nous, c'est évident pour plein d'hôtels maintenant, mais qu'on a arrêté les petits produits individuels dans les salles de bain pour mettre des gros produits. Euh, la première fois que j'ai entendu parler de ça dans des palaces où j'ai travaillé, j'avais l'impression qu'il y avait un Ouais, cadavre dans la pièce, quoi. Vraiment, c'était ça. une gravité. Et en fait, c'est même pas un sujet pour les clients. Et n'attendons pas on nous interdise légalement d'avoir ces produits-là pour le faire, parce que si on attend après les législations, ah bah là, c'est foutu, hein. Donc, n'ayons pas peur de parler ça avec nos clients. Alors oui, à l'instant T, j'ai évidemment pas de chiffres, mais il y a, je pense, malheureusement, plus de clients que ça n'intéresse pas plutôt que l'inverse. Mais il y a quand même une petite partie de nos clients qui y sont sensibles et puis, ils vont l'être de plus en plus. Donc, soyons moteurs de ça, parce que sinon, le changement, il viendra pas tout seul, en fait. Donc, peut-être que nos clients, ils sont pas aussi réactifs que ce qu'on aimerait. Peut-être que, je dis n'importe quoi et c'est pas le cas, mais peut-être que si je mets une photo de la piscine de Crillon-le-Brave, j'aurai 6000 likes sur Instagram, alors qu'une photo de mes ruches, j'en aurai que 200. Mais continuons à les poster, ces ruches. Continuons, voilà, à faire des formations à nos équipes. Continuons à en parler en interne, en externe, parce que voilà, c'est essentiel. Donc, l'avenir, je ne sais pas ce qui sera. Moi, j'en ai parlé l'autre jour à Marine. Elle me dit comment tu vois ta direction RSE dans 10 ans. Bah, moi, mon rêve ultime, c'est qu'elle ait disparu, en fait. C'est Mhm. qu'il n'y ait plus de direction RSE. Parce que chaque équipe, voilà, comme on en parlait en cuisine, où tu fais des choses sans t'en rendre compte, c'est que ça soit tellement imprégné dans les équipes qu'il n'y ait même pas besoin de quelqu'un pour lancer les idées, etc. Moi, mon rêve, c'est qu'on ne parle plus de RSE dans 10 ans, parce que ça serait dans le paysage courant. Hmm. Tu me donnes envie de rêver avec toi là, Ah, Cécile. Euh, Hyper intéressant et je partage ta vision optimisme. En tout cas, je pense que c'est nécessaire de l'avoir sans pour autant se voiler la face sur aussi tous les points qui vont moins bien et à améliorer. Je te propose qu'avec un peu plus de légèreté, on joue à mon petit jeu qui s'appelle mots-clés contre bénéfices. Alors, je te donne les règles. Tu vas donner un mot-clé de ton choix. Si nos insiders utilisent ce mot, ça peut être en avis plus commentaire sur Apple Podcast. Ils peuvent aussi le faire sur Spotify sur l'épisode. Ils peuvent le faire sur l'épisode sur la chaîne YouTube également. Donc, bref, il y a plein de fausses façons. Après, ils m'envoient un petit message LinkedIn pour me prévenir. Et bien, en échange, ils reçoivent un bénéfice de ton choix. Je te laisse décider de ce que tu souhaites. ça va être un mot forcément très engagé. Euh, non, mais je vais faire quelque chose de général. Le mot à placer, pour moi, ça serait la bienveillance. Parce que on manque probablement tous de bienveillance envers la planète, envers nos collègues, envers nos conjointes et nos conjoints, envers toutes les personnes qui partagent nos vies. Donc, je nous souhaite beaucoup de bienveillance d'ailleurs pour cette année 2024. Et je pense que ça serait bien d'utiliser ce mot et de le mettre en application. Ok, on y va pour la bienveillance. Et quelqu'un qui mettrait ce mot, il a le droit à quel bénéfice offert par Oh là Sébastien? là. Il a le droit à une visite du Grand Mazarin, Waouh. commentée avec plein de détails.
Trop bien. Prenez votre carnet de notes, les amis. Merci, hyper intéressant de faire ce plongeon avec toi. On pourrait bien sûr en parler des heures. D'ailleurs, puisque tu as évoqué Marine, je me dis que un de ces quatre, il faudra qu'on fasse un épisode trio, tu sais, où rappeler les anciens invités. Je pense qu'il y a plein de formats ultra intéressants. Mais je voudrais ce coup-ci qu'on élargisse sur toi. Si tu pouvais revenir Très en arrière, modestement. très modestement, mais on est là pour parler de toi finalement. Si tu pouvais donc revenir en arrière à un moment de ta carrière, pourquoi pas au début, est-ce que tu ferais quelque chose différemment? Et bien sûr, qu'est-ce que ce serait? Honnêtement, ça fait plusieurs fois que différentes occasions que je me pose cette question et vraiment j'y ai réfléchi. Et franchement, non. Non, parce que mon chemin, il a été un peu sinueux, mais la finalité, j'en suis ravi. Je suis super content d'avoir déjà, bon, c'est indirect, mais reçu l'éducation que j'ai reçue de mes parents qui m'ont Ouais. ouvert, voilà, à la campagne, avec une famille très proche, avec mon frère et ma sœur, et voilà, ce lien familial. Souvent, quand on me demande pourquoi j'ai fait de l'hôtellerie, je dis que j'ai pas l'explication parce que personne n'est dans l'hôtellerie dans ma Ça, famille. c'est marrant. On Je suis partait comme pas ça en aussi, moi. vacances. On partait pas en vacances à l'hôtel, tu vois, on louait un appartement ou quoi. Donc vraiment, mon seul rapport à l'hôtellerie, c'était ces reportages, ces vieux reportages de France 3 avec des maîtres d'hôtel avec des gants blancs et tout, ça me faisait rêver. Mais je pense qu'en fait, c'est pas l'hôtellerie qui m'a attiré, c'est l'hospitalité. Et c'est Hmm. ce côté très familial et très chaleureux que mes parents, mon frère, ma soeur, mes grands-parents m'ont inculqué, qui m'a ensuite emmené vers Vatel, super formation que j'ai adorée. J'ai fait des choix de stage, je pense, assez malins, parce que le Chabichou m'a emmené à ceci, cela, etc. Et puis, je crois que j'ai fait les bons choix au bon moment. J'aurais peut-être pu faire différemment. En tout cas, chacun de mes choix, j'ai vu très concrètement ce qui en avait découlé et l'enchaînement assez logique des choses, les rencontres qui en ont amené une autre, etc. Euh, donc voilà, je me dis que depuis quelques années maintenant, j'ai cette espèce de petite flamme verte écologique en Hmm. moi. J'ai pas de regret qu'elle se soit née plus, voilà, qu'elle soit arrivée plus tôt en moi parce que je me dis, voilà, je me suis réveillée à 27, 28 ans, ça va, j'ai encore du temps devant moi pour changer les choses dans mon périmètre et champ d'action. Donc honnêtement, non, je crois pas que je changerais grand-chose. C'est hyper intéressant. Je voulais faire une brève parenthèse, mais parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Tu es associé de Team for the Planet. Oui. Et je pense pas que dans nos auditeurs, il y ait beaucoup qui sachent ce que c'est. Et je le dis parce que moi, je me suis intéressé là-dessus et c'est peut-être une de mes actions 2024. Est-ce que tu pourrais brièvement expliquer en quoi ça consiste? C'est un concept incroyable. Je dis pas ça parce qu'il est lyonnais et que je suis En lyonnais, plus, c'est vrai. Arthur Roboff, c'est ça? d'adoption, mais c'est un concept incroyable. En gros, Team for the Planet, c'est un fonds citoyen qui est participatif, qui lève progressivement 1 milliard d'euros pour déployer 100 innovations majeures qui visent à lutter à l'échelle mondiale contre le réchauffement climatique. Une fois que j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose. L'idée, c'est que vous, toi, moi, n'importe qui puisse acheter des actions. C'est pas des actions où on attend un retour sur investissement. Enfin, si, on n'attend Hmm. pas un retour sur investissement financier avec une rentabilité. Ouais. On attend un retour sur investissement pour la planète. C'est quand même plus intéressant que quelques euros de stock options ou je ne sais pas quoi. Et du coup, vous achetez ces actions. Par exemple, un projet qui a été financé par Team for the Planet, ça va être Cool Roof. Cool Roof, leur but, c'est cette entreprise, c'est de décarboner le secteur du bâtiment grâce à une solution de peinture qui va réduire vraiment drastiquement les besoins en climatisation dans les bâtiments. Donc ça, c'est un des projets Ok. que Team for the Planet a financé, qui est en train de se développer. Donc c'est très simple, vous allez sur le site de Team for the Planet, vous achetez des actions. Moi, j'ai commencé par acheter des actions pour moi. Donc j'ai mis 10 euros, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, vous devenez associé Team for the Planet. Donc vous êtes invité aux assemblées générales, etc. Donc maintenant, je crois qu'ils ont plus de 100 000 adhérents. Ouais. Et après, on vous invite à en parler autour de vous. C'est pour ça que dans ma description LinkedIn, vous avez ce post-là. C'est juste pour créer de la visibilité et Hmm. faire en sorte qu'on se retrouve tous. Et moi, ce que j'ai fait là depuis 2 ans, c'est qu'à Noël, plutôt que de faire un petit cadeau à 5 euros pour un Secret Santa, un truc made in China, juste parce qu'il faut faire un cadeau, et ben moi, j'offre des actions à 5 euros ou 10 euros en fonction du budget du Secret Ouais. Santa, par exemple. Et les personnes ont ces actions, deviennent actionnaires et elles choisissent dans quel projet elles veulent investir. C'est génial. Et,
Et je trouve que c'est super, par exemple, pour des cadeaux de fin d'année d'une entreprise, et cetera. Franchement, je trouve que c'est génial Mm. et j'encourage tout le monde à se renseigner sur Team for the Planet parce que c'est une super initiative et il en faudrait tellement plus des comme ça. C'est clair. Et ils ne nous sponsorisent pas, on fait ça parce qu'on les Non, aime pas beaucoup du et on tout, les embrasse. On embrasse Arthur Aubeuf, le fondateur, qui est un mec brillant sur les réseaux sociaux, notamment. Il ouais, partage beaucoup. C'est génial en tout cas de faire ça. Je te le dis parce que moi j'hésitais à investir à titre perso ou avec la société. Mais l'idée derrière d'avoir cette visibilité la plus large possible, je trouve que c'est hyper pertinent. Que lui, typiquement, Arthur est vraiment dans une communication positive et non oui, culpabilisante. oui. Ça fait vraiment du bien à entendre. Je pense qu'en effet, c'est la bonne dynamique. Et l'idée que tu viens de suggérer à des patrons d'offrir ça à leurs collaborateurs en fin d'année, c'est juste génial. Je pense que si ça l'est pas encore, très rapidement, ce sera une tendance. Donc foncez là-dessus et offrez ça à vos collaborateurs et engagez-les encore plus. Ouais, tout à fait. Il y a quelque temps, j'ai participé à petite conférence d'un club d'entrepreneurs lyonnais sur, on va dire, l'écologie et par où commencer. Il y avait une personne de chez Team for the Planet. Il y avait aussi une personne, j'ai oublié le nom de la société. C'est un chiffre. C'est des jeans faits en France, super Ouais, intéressant. c'est 1084. Voilà. C'est que Et, des jeans euh, qui sont faits et, à moins de 1084 et km voilà, sur c'est la la France. Ouais. distance maximale entre leurs lieux de production. Et on est allé voilà, parler aux entreprises de nous, qu'est-ce qu'on a mis en place dans nos entreprises. Et il y avait 100 personnes devant nous, de différentes tailles d'entreprises. Et on leur a dit, voilà, justement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben voilà, nous, on a mis en place Café Joyeux. C'est pas grand-chose, mais du coup, vous pouvez avoir un café plus engagé. Acheter ce genre d'action à vos équipes, etc. Acheter vos uniformes faits en France. Mhm. Plein de petites clés parce que mais franchement, il y a beaucoup de personnes qui sont pleines de bonnes intentions, mais qui savent pas par où prendre le Et oui. sujet. Et puis c'est tellement, voilà, vous avez l'impression d'être en bas de l'Everest et waouh, combien de pas il va me falloir pour arriver au sommet. C'est Déjà, clair. on vous dit pas forcément qu'il faut arriver au sommet, en tout cas pas tout de suite, mais allez à votre rythme. C'est une belle phrase, ça. Mais avant de conclure, je te garde encore un petit peu quand même, parce que j'aurais besoin, ou en tout cas envie, que tu nous partages une recommandation de lecture en lien ou pas avec notre sujet, comme tu le souhaites. Je suis pas un grand lecteur. Je suis pas Mhm. un grand lecteur. C'est d'ailleurs l'une de mes résolutions de l'année, c'est Ok. de lire 10 livres cette année. Ouais, 10 livres, J'ai c'est beaucoup, hein. Mais je lis des livres petits Ouais. parce que je tiens pas en place et que moi, me poser et me dire que je vais lire pendant un moment, c'est compliqué pour moi. En revanche, j'ai redécouvert depuis son prix Nobel de littérature, Annie Ernaux, qui est une femme incroyable. J'ai commencé par lire son livre probablement l'un des plus connus, L'événement, où elle raconte une phase compliquée de sa vie, qui est tout à fait d'actualité quand on voit ce qui se passe dans certains pays, parce qu'elle raconte comment, c'est pas très joyeux comme sujet, mais c'est la vie, comment elle a dû faire face à son souhait d'avorter il y a des dizaines et des dizaines d'années. Et c'est un récit, tout comme les livres d'Annie Ernaux, qui sont très directs, très accessibles et très poignants. Et déjà, je trouve qu'elle a une voilà, lecture directe qui me plaît à moi. Et puis je trouve super que en 2023, un prix Nobel de littérature, on est une Française, on est une femme. Enfin, je me considère extrêmement féministe. Je sais que le terme est utilisé à tort et à travers, donc peut-être que moi aussi je l'utilise mal, mais je me considère super féministe. Et du coup, j'étais hyper fière l'année dernière de voir que cette femme, qui est plus toute jeune, elle pouvait encore être dans le coup. Et je crois que ses ventes de livres ont augmenté, mais elle a vendu 1 million de livres. Elle a été rééditée dans je sais plus combien de dizaines de langues à travers le monde. Donc je vous encourage à lire Annie Ernaux. Il y a plein de livres qui sont vraiment géniaux. Trop bien. Et d'acheter vos livres dans des librairies de quartier et de seconde main éventuellement, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir toujours un livre neuf. Bien dit. Une citation favorite? Eh ben écoute, citation favorite, je ne sais pas si on peut la qualifier de citation, mais l'expression qui peut être un peu flippante, mais que j'aime quand même bien parce qu'elle est parlante, c'est de rappeler qu'il n'y a pas de planète B. Moi, Ouais. j'aime bien cette expression. C'est pas vraiment une citation, mais je Mhm. trouve qu'elle est super parlante parce qu'elle nous ramène à la réalité de se dire que, voilà, la situation, elle est ce qu'elle est, mais les cartes sont dans nos mains et on va pas pouvoir repartir à zéro. Donc, désolé, je suis pas très fun là sur Non, ces mais deux c'est cool. minutes-là, mais Enfin, c'est bien de le j'aime dire. bien Il cette faut. expression-là de dire, voilà, there is no other option. Il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas de planète B en fait. Donc, attendons pas d'être face au mur parce qu'on pourra plus faire demi-tour. Donc, Mm. je trouve que c'est intéressant de le garder en tête de temps en temps, cette notion de il n'y en a qu'une seule planète. Dieu sait qu'elle nous apporte beaucoup, parfois on l'oublie, donc prenons-en soin. Trop bien. Après toi, pour parler de tous ces sujets, excellence de service, RSE, et on a parlé de plein d'autres choses, qui aimerais-tu entendre sur Hospitality Insiders? J'adorerais
et je pense que tes insiders adoreraient aussi entendre Julie Tondeur. Il faut rendre à César ce qui est à César, c'est ma meilleure amie, mais ce n'est Uhum. pas pour ça que je la conseille. C'est parce que Julie, elle a un parcours professionnel incroyable. Au-delà d'être une femme inspirante, elle a fait les mêmes études que moi et ensuite elle est allée travailler à Londres, au Rosewood, hôtel absolument incroyable, qui est pour moi l'un des hôtels incontournables de Londres. C'est d'ailleurs un hôtel de plus de 300 chambres qui est complet à peu près tous les jours de l'année. Donc autant te dire que tu apprends ce que c'est que le boulot est très 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 haut de gamme. Julie, elle a gravi les échelons. Elle est arrivée à la réception et 5 ans plus tard, elle était directrice des réservations pour le Rosewood. Elle a fait des task force, ouverture de Rosewood en Thaïlande, voilà, elle a fait des choses incroyables. Et le Covid étant passé par là, elle a réfléchi un petit peu à ce qu'elle avait envie de faire pour la suite et elle avait envie de voyager et aussi de développer une certaine spiritualité qu'elle avait en elle. Donc elle a fait seule un tour d'Asie pendant 6 mois. Elle s'est formée en Reiki et peut-être certains connaissent, c'est voilà une rééquilibrage énergétique, un travail des énergies, etc. Et pendant 2 ans, elle a mis de côté sa carrière hôtelière pour lancer son cabinet de Reiki, faire des soins énergétiques, de la méditation, de la respiration guidée. Elle a pris beaucoup de plaisir à faire ça. Là, maintenant, elle est en train de revenir au marché de l'emploi hôtelier et de vouloir travailler dans l'excellence de service et mettre à profit ces deux casquettes-là. Et vraiment, je trouve que cette vision très terrain, très classique de l'hôtellerie et ce petit trajet qu'elle a pris vers la spiritualité et la conscience de soi, conscience des autres, c'est finalement très lié. Et je pense que ça Hmm. serait hyper intéressant que vous en parliez. Trop bien. Eh ben, écoute, tu me mettras en relation et on fera un prochain épisode et je le tease déjà un petit peu, mais c'est une thématique que je vais aborder sur la saison 4, notamment à travers l'angle de la sophrologie. Mais je Super. pense qu'en effet, c'est hyper lié à l'excellence de service puisque c'est mathématique, mais plein d'autres autour du bien-être, du développement personnel. Et il y a plein de choses qu'on peut mettre là-dedans. Super. Et Julie a travaillé au Chabichou, donc ça nous Oh, bah, remène à nouveau à toi. tout ramène au chabichou. Quelqu'un qui aimerait continuer cette conversation avec toi, Sébastien, ou pourquoi pas organiser cette fameuse visite au Grand Mazarin, quel est le meilleur moyen de te contacter? Le plus simple, c'est LinkedIn. Le plus simple, c'est LinkedIn. Je suis très réactif en général. Bon, il faut savoir que quand on est acheteur slash euh, engagé dans la RSE, vous avez environ 15 personnes de 15 sociétés différentes par semaine, si ce n'est par jour, qui viennent vous écrire. Donc parfois, j'essaie de faire du tri et je suis désolée si j'arrive pas à répondre à tout le monde, mais en général, j'y arrive. Donc Hmm. contactez-moi sur le Mettez chat une de petite LinkedIn. note, c'est suite à l'épisode, ou qui mettent un mot-clé, comme ça tu Bien pourras sûr. facilement En général, les je trouve identifier. toujours du temps, donc avec plaisir sur LinkedIn, c'est le plus simple. Parfait ça. On va terminer de la manière suivante, Sébastien, je vais te laisser le micro pour le mot de la fin. Si tu avais un tout dernier message à faire passer à nos insiders, quel serait-il? J'en ai deux, mais je promis, je vais faire vite. Le premier, c'est déjà rejoignez-nous chez Maison Pariante. Honnêtement, ça va faire 15 ans que je suis sur le marché du travail. J'ai vu tout un tas d'entreprises différentes, des très corporate, des beaucoup moins, des petites, des grosses, différentes tailles d'entreprises. Euh, c'est une entreprise à taille humaine. C'est une entreprise familiale, mais pas juste sur le site internet, on a une photo de la famille. C'est une entreprise où la famille est impliquée. Moi, je travaille avec eux au quotidien et c'est vraiment un bonheur. Je suis vraiment fier de travailler pour la famille Pariante. Je suis fier de nos hôtels, je suis fier de nos équipes, mais je suis aussi fier de travailler pour eux parce que c'est vraiment des gens super. Et on a de beaux projets hôteliers. Là, on a encore des projets à venir. Enfin, moi, c'est hyper excitant parce que je suis dans les, voilà, dans commencer les plans, etc. Donc, c'est super intéressant. On a des beaux hôtels, un luxe décontracté. On travaille avec, enfin, vraiment avec des beaux produits dans des beaux endroits. Donc, tout simplement, rejoignez-nous. Et ensuite, voilà, n'ayez pas peur de faire des décisions, de prendre des décisions. N'ayez pas peur de pas toujours aller enfin, au plus simple, de prendre des, voilà, de prendre des risques. Ça, c'est autre chose. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas de planète B.